Bonjour à tous et merci d'être en ligne avec nous sur un sujet passionnant cet après-midi, alternative aux plateformes, mythe ou réalité. Alors merci à nos invités d'être présents sur cette table ronde sur un sujet qui ne peut pas être plus au cœur de l'actualité. Nous en aurions rêvé que nous n'aurions pas pu créer un momentum aussi parfait sur ces sujets d'alternatives aux plateformes. On a presque hésité à faire une édition spéciale qui couvre toutes les décisions prises dans les 48 heures, mais je vous rassure, non. On évoquera quand même un certain nombre de ces décisions récentes, qu'il s'agisse de l'annonce faite du verdict de l'autorité de la concurrence française contre Google, qui non seulement aura une amende, mais devra modifier ses pratiques. Donc, on a ce premier sujet. Puis, on a vu aussi, évidemment, tous les sujets de fiscalité à travers le G7 ce week-end. Et enfin, aussi l'Allemagne, où l'antitrust remet en cause l'accord des droits voisins signé entre les journaux allemands et Google. Vous l'aurez compris, c'est plus facile d'en parler que d'opérer et de passer de la théorie à la pratique, car la souveraineté numérique est un peu au cœur de notre modèle économique. On en parle sur des sujets comme le cloud, l'intelligence artificielle, la data santé, mais aussi la pub. Et cet après-midi, on est là pour en débattre avec Stéphane Delaporte, qui est directeur général de 366 et qui gère la collective de la presse quotidienne régionale et qui a fortement innové et accéléré la transformation digitale de sa régie. Bonjour Stéphane. Enfin, Miki Mchikli, qui est CEO de IMIA de Weborama, qui est un des champions de la tech française, qui a su pivoter en allant sur les nouvelles technologies sémantiques. Et enfin, Arnaud Crépu, qui est CEO de Smart et qui joue à domicile aujourd'hui. On ne va pas philosopher sur la différence entre souveraineté et indépendance, mais on va essayer de voir comment on peut se passer éventuellement de certaines plateformes sans se mettre à risque, voire en créant les conditions de son indépendance à long terme. Donc, on en parle beaucoup. C'est parfois plus difficile d'agir. Y a-t-il des raisons? On se posera aussi toutes ces questions-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont changé depuis 16 mois et depuis la crise Covid. Stéphane, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous faire un petit bilan de ce qui a changé en matière de contrat de lecture, de contrat publicitaire, mais aussi de choix technologiques? Bon, bonjour à tous. Merci infiniment, Véronique, de me permettre de m'exprimer dans cette table ronde. Bonjour à mes collègues qui sont avec moi aujourd'hui. Moi, je vais partir du point de vue déjà de l'évolution sociétale à laquelle on assiste depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, il faut partir d'avant, je dirais, la première crise des Gilets jaunes, où on a vu une revendication, un fait revendicatif sociétal assez important qui était l'émergence du local. Et c'est vrai que les différentes crises qu'on a vécues depuis cette époque, donc ça remonte maintenant quand même à plus de presque 2 ans et demi, n'ont fait qu'amplifier ce fait, que ce soit par la première crise Covid, enfin le premier confinement et la réédition répétée de plusieurs confinements depuis le premier. Eh bien, ça a permis, puisque je le prends du côté positif, à la société de se poser la question de la relocalisation d'un certain nombre de choses, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans la façon de produire de l'information et que ce soit aussi dans les choix technologiques qu'on peut opérer dès lors qu'on produit du contenu ou qu'on est une régie et qu'on opère le digital. Donc pour moi, c'est le fait majeur. On voit bien que toutes les valeurs émergentes dans le pays aujourd'hui, qui sont liées à la proximité, grosso modo, qui sont le lien social, la quête de sens, la transparence, l'éthique, ce qui est à peu près ce qui stratifie aujourd'hui les attentes et les demandes profondes hein, des Françaises et des Français. On voit bien que ce fait-là ne cesse d'être revendiqué et surtout d'être assumé. Alors pourquoi est-ce que ça a été amplifié pendant la crise du Covid? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que, quand on est une marque média, par exemple, ce qui a fait la différence, dans le traitement, de la crise et du contenu de cette crise, c'est soit on le faisait d'une façon servicielle, c'est ce qu'a fait, je pense et ça s'est assez bien vu d'une façon générale, les médias qui traitent de la proximité. Alors dedans, il y a bien sûr, il y a la PQR, il y a nous, mais il n'y a pas que nous, hein. Tous les médias qui ont traité de la proximité ont cherché en fait
à apporter des solutions auprès des populations plutôt qu'à les angoisser et à les stresser, par ce qui était déjà le fait, puisqu'on était déjà tous stressés par rapport à cette crise et à cette pandémie, majeure. Technologiquement, et je vais me rapprocher du sujet du jour, c'est vrai que, on s'est rendu compte aussi de l'effet extrêmement, néfaste, extrêmement pervers, des fake news, portés quand même, il faut le dire, hein, malheureusement par énormément de réseaux sociaux, où on s'est retrouvé dans des situations où finalement, la parole publique était complètement, comment dirais-je? Décrédibilisée puisqu'on mettait quasiment sur le même plan la parole publique, la vraie parole institutionnalisée ou la parole des professionnels comme celle des journalistes, sur le même niveau que les discussions qu'on pouvait avoir, type café du commerce. Donc, ça aussi, il y a une prise de conscience là-dessus et même si aujourd'hui, les réseaux sociaux sont toujours aussi puissants, il y a quand même, une réalité, c'est que on voit bien que dès lors qu'on traite de l'information et notamment de l'information d'actualité, il faut avoir une référence qui est, professionnelle, qui est validée et qui est construite et en ça, et bien les marques médias qui produisent ce type d'informations sont le garant quand même, non seulement d'une certaine vérité. En ce qui concerne la presse locale, en tous les cas, c'est une évidence parce qu'elle est apolitique, mais en tous les cas d'une forme de transparence et d'une forme de véritable éthique, si je peux le dire de cette façon-là. Après, sur les plateformes et sur, la partie technologique, c'est vrai que, par exemple, le conseil le pardon, le recueil du consentement devient un vrai sujet. On voit que nous, d'ailleurs, on a choisi une solution technologique, pour effectivement avoir une solution à l'inventaire non consenti. On voit bien que tout ça, ça rebat les cartes et que du coup, on est dans une nouvelle donne aujourd'hui et c'est intéressant d'en débattre, avec vous. Donc pour moi, le fait majeur et j'arrête là, le fait majeur, c'est vraiment cette prise de conscience-là, c'est l'émergence du local et je termine en vous disant que c'est un phénomène qui n'est pas que français. Parce qu'on assiste exactement au même phénomène. Vous prenez l'étude Reuters sur le sujet, on voit bien qu'aux États-Unis, c'est le cas, on voit bien qu'en Allemagne, c'est le cas, on voit bien que dans d'autres régions du monde, c'est le cas. Il y a un fait international et puis il y a un fait local de proximité. Merci Stéphane. Et du coup, pour toi, Mekim, dans ce que tu penses qui a changé justement dans ce paysage, euh, peut-être à la fois sur la manière d'opérer les choix technologiques, hein, qu'il s'agisse finalement des deux populations que tu adresses avec Weborama, je pense aux éditeurs, aux annonceurs. Est-ce que là aussi, tu as vu des choses qui évoluaient et des critères de choix, de sélection d'un partenaire ou des choses qui te paraissent importantes de noter dans ces changements? Alors bonjour à tous également, ravi de faire partie de ce débat. Il y a des changements, très clairement, mais ils sont lents. Ils sont lents parce qu'on a un écosystème qui n'a pas encore pris conscience de l'importance de ce qui est en train de se passer. Mais j'ai bon espoir qu'on va se réveiller assez vite parce que de toute façon, on n'aura pas le choix. Alors, certains éditeurs, dont les équipes de Stéphane, mais également d'autres, ont commencé à prendre conscience de l'importance de changer, de l'importance d'avoir un contrat de confiance, comme dirait une de nos marques préférées, qui est beaucoup plus responsable entre les marques des consommateurs, les marques médias et les consommateurs. Donc ça, je pense que c'est très important. Après, on a un écosystème avec des agences qui ont pas mal souffert pendant la crise et qui doivent également s'adapter. Je pense que ce qui va se passer là, avec notamment la fin des cookies, c'est un bouleversement qui est une véritable opportunité. Opportunité pour être beaucoup plus responsable. Stéphane le touchait du doigt avec toutes les valeurs dont il a parlé, mais plus responsable aussi, je pense, sur la manière dont on utilise la technologie et les recommandations médias qu'on peut faire. J'explique. On a grosso modo 33% du web en termes d'audience qui est préempté par des wall gardens, mais qui capture, allez,
80% de la valeur. Donc, cette valeur-là, en fait, il tient qu'à nous de la rebalancer. Alors, je ne suis pas juste cocorico et poussée que dans un sens. La question, c'est l'inclusion et la responsabilité que l'on a vis-à-vis de ce que l'on fait. Donc, l'inclusion, je pense que c'est le thème le plus important. On ne va pas aller contre parce que on est tous heureux de pouvoir utiliser à un moment donné une des fonctionnalités de nos amis les GAFA et sans eux, moi en tout cas, je serais bien malheureuse et je ne saurais pas comment m'orienter, par exemple. Donc, on est très heureux de ça. Mais ce qui est très important, c'est de se dire qu'il ne faut pas aller vers la facilité. Et ce qui va se passer, c'est que dans un monde sans cookies, on va aller vers la facilité, ce qu'on connaît, ce qu'on peut mesurer de façon sûre et certaine. Donc, la fin de ces cookies, des cookies tiers, bien sûr, on peut dire youpi, il va se passer plein de choses. Attention, youpi, il ne faut pas que toute la valeur continue à basculer de l'autre côté parce que ça va être beaucoup plus facile et on va passer d'une mesure au post-click et au last-click à une mesure de je mesure complètement un écosystème très fermé, et je peux en parler parce que j'arrive de Chine et c'est ce qui s'est passé en Chine avec des écosystèmes complètement fermés, alors qu'on a une grande valeur et c'est un peu ce qu'on défend chez Weborama, puisque nous, on veut montrer la valeur des contenus éditoriaux par des procédés technologiques sémantiques pour justement encourager toutes ces belles marques, et pas que françaises, toutes les belles marques, à communiquer sur les sites éditeurs de façon beaucoup plus, j'allais dire, ouverte et pas simplement réduire les plans médias. Oui, ça va être plus compliqué. Oui, c'est du changement, mais c'est chouette et ça donne un avenir, je pense, important pour notre marché. Et Mikim, tu parlais agences qui effectivement sont en plein chambardement de leur business model, qui se sont un peu, on va dire, désappropriés les champs technologiques et qui finalement se les font souvent imposer par nos amis les annonceurs. Est-ce que tu crois que de ce côté-là, la prise de conscience existe côté annonceur, puisque parfois tu les adresses toi-même en direct avec des solutions techno, tu les vois évoluer comment côté annonceur? Alors, pareil, les annonceurs, je pense qu'il y a eu une accélération du côté des États-Unis parce qu'ils ont bien compris ce qui allait se passer et ils ont été les premiers à vouloir tester un certain nombre de solutions. En France, on y va doucement. Alors, il faut penser qu'on ira sûrement, mais on y va doucement et je vois encore trop de clients perdus. Et c'est bien normal, je ne les blâme pas, parce que moi aussi, à des moments, je peux être perdue et pourtant, je suis les pieds dedans, le nez dedans, enfin complètement, je nage dedans et c'est complexe. Donc, c'est très important et on l'a vu hein, avec des sujets de consulting qui émergent. C'est très important pour les annonceurs de bien se renseigner. C'est une période de transition difficile. On est perdu entre est-ce que je dois avoir des data lakes, des marketing platforms, quel outil je dois utiliser, comment ça se passe. Et le conseil que je donnerais à nouveau, et je vais dans le sens de Stéphane, c'est la proximité. C'est-à-dire que travailler avec des grands acteurs internationaux, c'est chouette quand on est une grosse machine qui est rodée et on sait où on va. Mais quand on est une machine moins structurée, qui n'a pas l'habitude et qui est encore à un niveau de digitalisation, on va dire, moyen, eh bien, c'est compliqué et c'est plus agréable, plus facile d'aller travailler avec un acteur local et de se dire que je vais avoir un accompagnement qui est très spécifique et qui n'est pas forcément dans un objectif de gagner immédiatement de l'argent, qui est dans un objectif de construire un écosystème. Donc, je reviens sur mon sujet de l'inclusion. Le sujet écosystème et inclusion est super important. L'écosystème de proximité est encore plus important. Et n'oublions pas quand même, on travaille tous dans la tech, que la valeur de la relation humaine fait tout. C'est-à-dire que si vous avez une tech qui est formidable et qui fait papa-maman et qui vous fait le petit déjeuner ou dîner, mais que vous n'avez personne pour vous expliquer comment marche le toaster, ça va être compliqué. Donc voilà, nous, on est là, on est des acteurs de proximité qui expliquons comment on branche le toaster, comment on appuie sur le toaster, quel pain il faut faire griller, et on peut même vous expliquer quel beurre et confiture, parce qu'on travaille avec l'écosystème, et ça, c'est super important. Ok, merci. De ton côté, Arnaud, si tu dois nous dire ce que tu penses qui a changé depuis 16 mois, est-ce que tu penses qu'il y a des choses, tu es d'accord avec tes camarades de panel? Alors écoute Véronique, moi je suis vraiment d'accord avec les deux mots-clés là qu'on a identifiés, c'est-à-dire la proximité et l'inclusion. Moi je rajouterais
enfin, l'inclusion, le mot diversité, je pense que la diversité, ça va assez bien avec l'inclusion, on peut même aller jusqu'à l'équité. Donc, moi, je parlerai de diversité, d'inclusion, d'équité, de proximité, ça me va très bien. Je vais être assez bref hein, sur cette question-là. On a, enfin, vous le savez tous, et je pense que ça ne sert à rien de le rappeler, mais c'est un environnement qui bouge à toute allure, qui fait que notre métier en tant que professionnel de la tech est aussi passionnant. Hein. Il y a la crise des gilets jaunes qui était un peu le point de départ, sans aucun lien avec ce qui s'est passé ensuite, mais de cette période un peu tumultueuse. Un environnement réglementaire qui évolue à toute allure. On a parlé de la fin des cookies. Il y a la CNIL qui va encore un petit peu plus loin en France. Il y a des mesures qui sont prises à l'échelle européenne comme le DMA et le DSA qui sont là pour réguler les plus grandes plateformes. Ça, c'est la première tendance que l'on observe. La seconde, qui est essentielle, c'est que les GAFA continuent à se positionner au-dessus des lois. Et donc, à chaque fois qu'on a un comportement d'un des GAFA qui intervient, en fait, on a une nouvelle loi, une nouvelle réglementation qui apparaît. C'est exactement ce que l'on voit avec le DMA et le DSA. On est en train de subir la fin des cookies, l'arrivée de la Privacy Sandbox chez Google. On a un Apple qui réglemente aussi à son tour à travers ATT, etc. Donc, c'est un environnement qui évolue à toute allure, qui nous force à être agile, à réagir à toute allure. Donc, on peut rajouter un mot-clé à toute la liste qu'on a citée, qui est la réactivité. Je dirais, et ça c'est notre job en tant que professionnel à tech. Je dirais qu'il y a une troisième tendance, et je terminerai sur la plus positive. La troisième tendance, c'est que les médias, le grand public d'abord, et les médias ont pris conscience un petit peu de ce déséquilibre du marché que Mickey m'a très bien exprimé à travers son 33-80, qui est en fait un 30-75 quand on s'imite à Google et Facebook. C'est les mêmes chiffres, mais ça exprime la même chose. Notre mission, bien sûr, c'est de rééquilibrer ce marché, de donner un petit peu plus à l'open web, y compris bien sûr tous les médias indépendants, mais aussi les plateformes de streaming, et un petit peu moins à nos amis Google et Facebook. C'est ça notre mission. Mais en même temps, c'est dans les périodes de crise que l'on sait propice à l'innovation que plein de choses se mettent en place. Donc, on a des nouvelles opportunités qui sont gigantesques, tous les sujets de Connected TV, la consommation de contenu de plateformes de streaming audio et vidéo n'a jamais été aussi importante. La valorisation des acteurs technologiques indépendants, Tom Matic, qui a fait son IPO, Triple Lift, qui a fait une opération de record, Taboola, qui projette de s'introduire en bourse et qui devrait le faire normalement, on l'attend toujours en Q2, ça doit arriver très prochainement. Magnite, qui acquiert SpotX, c'était là des valorisations records. On a des acteurs tech qui sont tous valorisés entre 10 et 40 fois leurs revenus. C'est juste exceptionnel. Alors, très certainement un phénomène de bulle, mais ça cache aussi, enfin, ça reflète aussi et ça illustre aussi, je pense, un environnement dans lequel les opportunités n'ont jamais été aussi importantes pour l'innovation et pour la création de valeur pour les médias qui sont nos clients et au service desquels nous sommes. Voilà. J'en conclus que ça laisse aussi une part à l'agilité et à effectivement la créativité, ce qu'on a dû tous démontrer dans des périodes complexes. Maintenant, comment devient-on, entre guillemets, GAFA dépendant, ou particulièrement, est-ce qu'il est difficile d'être dépendant de Google? Stéphane, si on prend pour un éditeur, être dépendant à la fois dans la gestion des contenus et de leur distribution, mais aussi des stacks technologiques, à quel moment on se dit que voilà, c'est problématique ou excessif, et est-ce que voilà, il y a là aussi un momentum où on essaie de reprendre une part de son autonomie avec des briques qu'on construit de manière entre guillemets indépendante? À quel moment? Très simplement, à partir du moment où vous avez un prestataire technologique qui est un partenaire qui vous dit: écoutez, moi j'ai décidé de changer ça et que ça vous plaise ou non, c'est comme ça». Voilà, donc c'est assez simple dans la réponse. Après, pour pondérer ce que je viens de dire,
faut quand même bien comprendre et bien intégrer que si les plateformes, et notamment celles qui ont été citées par Arnaud, Google et Facebook, ont atteint leur niveau aujourd'hui d'imprégnation internationale, c'est par défaut des autres. Hein. C'est parce que pendant des années, notamment en Europe, hein, on n'a pas su créer des systèmes alternatifs pour des tas de raisons. Et quand je vois qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de sujets qui sont toujours vertueux, on empile des législations sur des législations qui en réalité nous rendent de moins en moins habiles et de plus en plus complexes. Enfin, je ne vais pas refaire aujourd'hui tout ce que vous connaissez sur ce qui est exigé par la CNIL, etc. Il ne faudrait pas que ces législations, au final, se retournent contre ceux qui essayent d'être vertueux, alors qu'elles sont au départ faites justement pour essayer de limiter la progression et la prégnance des GAFA. Donc en fait, la difficulté d'être dépendant aux GAFA, c'est ça, et en particulier si on prend Google, puisque Google, moi, c'est en même temps un de mes clients et je suis en même temps client de Google. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis dans une double position, mais ce qui n'est pas acceptable pour nous, publishers et pour nous régies, c'est de nous faire dicter en permanence nos lois et qu'on est des entreprises qui pensent à notre place et qui considèrent qu'ils savent mieux que nous ce qui est bien pour nous. Hein, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, en tous les cas, c'est ce qu'on fait avec 366. On a la chance d'avoir une société qui est très particulière sur le paysage média français, puisqu'on est en même temps une régie, mais on est une régie qui exprime la valeur de tout un média, puisque l'intégralité des marques médias, il y en a 57 hein, qui composent 366, qui est une société hein, dont les actionnaires sont les personnes morales de ces marques, et ben, exprime un média à part entière. Et donc la vocation de 366 et de la PQR, vous allez voir où je veux en venir, c'est de massifier l'ensemble des assets à travers cette entreprise, ce qui veut dire que quand on massifie l'ensemble des assets dont on a la gestion et la responsabilité, eh bien, on veut récupérer de la valeur. Et Arnaud, il faisait allusion tout à l'heure, et Mikim également, c'est pas normal que sur 100 € d'investis par un annonceur, on sait qu'il y a plus de 60 qui disparaissent, 60, 65, bon, peu importe, d'ailleurs le chiffre de toute façon il est beaucoup trop élevé, entre l'euro qui part de l'annonceur et l'euro qui arrive dans le média. Donc il paraît plus logique qu'aujourd'hui, il est normal que tout le monde gagne sa vie, mais dans des proportions, je dirais, qui doivent être justement payées, et pas plus ni moins d'ailleurs, mais justement payées par rapport à une prestation. Et donc, il est normal, dans un monde ouvert, qu'il y ait des alternatives à ces solutions techniques et à ces solutions internationales. J'ajoute que, en ce qui nous concerne, on exprime les valeurs d'un média dont je parlais tout à l'heure, français, hein, que par ailleurs, on a aussi une vocation en tant que média, c'est jamais assez dit, donc je prends le temps là de le répéter, qu'on est très, comment dirais-je, impliqué, et dans le sens positif du terme, et regardant sur la défense des valeurs démocratiques du pays, et donc de la pluralité pardon, et de ce qu'on en fait. Et ça passe aussi par nos choix technologiques. Hein, le fait, par exemple, sur une certaine partie de notre activité, d'avoir choisi des solutions techniques autres que celles qui sont proposées par Google, par exemple, ça participe aussi de cette réflexion-là. Donc, il n'y a pas qu'un aspect aussi business, il y a un aspect qui va au-delà de ça, qu'il est sain à un moment donné d'avoir plusieurs choix, et en tout cas d'avoir le choix de son choix. Je veux dire par là qu'il n'est pas possible aujourd'hui de se faire imposer des changements technologiques du jour au lendemain, d'une façon unilatérale, sans concertation, sans discuter, etc., etc. Alors c'est plus facile pour nous de le dire parce qu'on pèse quand même un peu lourd. Hein. Si vous prenez l'ensemble des audiences de la PQR aujourd'hui cumulées au travers de 366 via tous les canaux et tout ça dédupliqué, c'est la première audience
de contenu d'information générale en France. Et donc, ça nous place en 4e position, d'ailleurs, derrière les GAFA. Hein. Donc voilà, pour vous situer un peu les choses, les rapports de force. Et voilà comment est-ce que nous, on conçoit nos choix, et pour autant, on renie rien. C'est-à-dire que merci à Google également, puis si on parle de Google, hein, d'avoir une technologie qui permet aussi d'observer les choses correctement, technologiquement d'une façon fiable, etc. Donc voilà, si vous voulez, c'est pas un savant combat. Dosage d'équilibre. Voilà, c'est un dosage, c'est un équilibre, et puis avec des notions qui sont hors des réflexions technologiques, qui sont aussi des notions plus larges dont je développais il y a un instant. D'accord. Et pour toi, Mikim, du coup, tu travailles aussi, comme souvent, dans cette chaîne de la tech en collaboration avec Google. Et est-ce que, du coup, il y a eu ces fameux moments de difficulté, ou comment tu as pu gérer en étant souvent, encore une fois, plus agile et en créant finalement des offres qui t'ont poussé à trouver d'autres partenaires? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, alors on a tous le même dilemme, hein, c'est-à-dire qu'on est tous clients ou partenaires. C'est cette notion d'un peu de friends enemy qui était sortie il y a quelques années déjà. La réalité, c'est que on ne peut pas s'en passer. Et donc, il faut faire avec. Et moi, je suis plutôt, évidemment, à laisser le législateur essayer de faire son travail correctement, mais surtout à ne pas attendre qu'il légifère et prendre le taureau par les cornes et essayer d'utiliser les assets que l'on a et les assets qui sont disponibles sur le marché. Alors, j'explique. Ça veut dire qu'on a eu la chance d'être un des partenaires privilégiés de Google. Et donc, quand vous utilisez des fonctionnalités et certains outils de Google, en réalité, vous utilisez du Weborama. Et donc, ça, c'est vraiment chouette. Et ça, on le met en place. Donc, par exemple, la solution contextuelle, on a été les premiers et Google nous a poussé. La semaine dernière, on a encore fait un webinaire, un live talk avec eux, où ils poussent des solutions françaises. Ce sont des équipes françaises. Il ne faut pas oublier quand même que ce sont des hommes et des femmes derrière ces machines. Je pense qu'au-delà de l'obligation qu'ils ont à couper un peu et à diminuer leur monopole, et donc à choisir des partenaires tech locaux, c'est fait en toute, j'allais dire, tout professionnalisme et toute reconnaissance en fait de la valeur ajoutée de la tech locale qu'ils peuvent trouver. Donc ça, c'est un premier aspect. Difficile de s'en passer, mais pas impossible, et surtout toujours faire l'effort nécessaire de trouver des alternatives. Et ça demande un effort. Oui, ça demande un effort. Il faut le faire. Donc, ne pas attendre que les autres fassent l'effort à sa place, et donc être vraiment proactif. On l'a vu, hein, il y a quand même une certaine résilience sur tous ces acteurs tech que nous représentons et ou publishers, annonceurs. On est toujours là. On a adopté complètement les nouvelles règles. Donc, par exemple, chez Weborama, on avait une énorme base de données third party. Aujourd'hui, c'est une base de données URL. Demain, ça sera une base de données Flock ID en fonction de ce que Google va sortir. Donc ça, c'est super important de s'adapter, mais en même temps, avoir une conversation, en fait. Il y a quand même des hommes et des femmes, encore une fois, derrière Google, une conversation et dire, voilà, moi, j'ai un sujet, c'est la mesure, par exemple. Comment on va faire pour mesurer efficacement ce que l'on va faire ensemble? Quelles sont les solutions qui sont mises en place par Google? Alors, il y en a certaines qui émergent. Est-ce qu'ils vont les maintenir, pas les maintenir? Comment ils vont évoluer? Et je pense que ce qui est important dans la décision qu'on a vue ce matin, c'est le fait que, oui, tu l'as dit, Véronique, ça va changer l'écosystème. Et c'est ça qu'on attend. On attend vraiment qu'il y ait des progrès, même s'ils sont lents, très bien, on les prend. Et en attendant, on avance en se serrant les coudes, et comme on a fait, Smart 366 et Weborama, on se serre les coudes, on avance sur tous les sujets qui sont importants de façon responsable et stratégique pour ne pas couler avec l'eau du bain quand l'acteur principal, Google, aura décidé que les cookies ne seront plus là. Je pense qu'on a déjà pris de l'avance et qu'on sera bien armé. Merci, mais du coup, Arnaud, Smart, d'une certaine façon, on le sait, est présent en concurrence directe avec Google sur un métier où il reste finalement pas autant d'acteurs que ça, l'ad serving.
peut-être un mot sur justement un peu de pédagogie sur la décision de ce matin qui peut paraître pour certains la énième amende, puisque c'est quand même un territoire, ce législatif, mais qui, tu l'as dit, qui ne peut pas tout faire et que souvent on reproche la lenteur des décisions judiciaires versus la rapidité de l'écosystème et finalement le fait qu'il y a déjà eu pas mal, si on prend purement le métier de l'adserving, de morts. Est-ce que globalement, Arnaud, là-dessus, justement dans ce frontal frein ennemi, tu peux nous dire quelque chose avec finalement en toile de fond cette décision de ce matin qui me paraît important de commenter? Absolument, Véronique. Merci de me poser la question. Non, en fait, on est, enfin, pour reprendre ce que j'ai entendu, on est tous dans la même situation, hein. On a fait le choix tous à un moment ou un autre de travailler avec Google. Chez Smart, c'est un secret pour personne. Notre premier client, c'est Google. 366 travaillent activement sur un certain nombre de solutions technologiques avec Google, Weborama aussi. Donc tous, peu ou prou, on est là pour compléter un petit peu la proposition de valeur et donc apporter une valeur incrémentale à ce que les outils de Google, qui pour la plupart sont excellents, apportent aux médias. Après, je pense que ce que j'ai entendu chez Stéphane et que j'ai bien aimé, c'est-à-dire que le véritable enjeu pour Stéphane et les autres, c'est avoir le choix de son choix, hein. Je pense que la décision de la DLC, j'y reviendrai juste après, c'est exactement ça. Moi, ce que j'ai entendu en parlant aux médias ces derniers mois, parce qu'on commence à les entendre, hein, c'est encore une fois, c'est les médias qui ont ouvert cette plainte auprès de la DLC. C'est pas les concurrents. On aurait pu imaginer que Smart ou Xander se seraient épaulés l'un l'autre pour dire on va faire une class action contre Google sur le métier ad server SSP, c'est intolérable, etc. Absolument pas. C'est les médias, c'est News Corp, c'est Russell. C'était le Figaro à l'origine qui a stoppé sa procédure en cours. Mais c'est eux donc qui sont allés voir l'autorité de la concurrence française pour dire on a un problème. En fait, ils se rendent compte que les modifications donc, qui ont été apportées par Google sur sa plateforme, année après année, se font systématiquement au bénéfice de Google, au détriment de l'indépendance et de la liberté d'opérer sa stratégie publicitaire de manière libre et éclairée. Donc, c'est bien de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, on a des médias qui aujourd'hui comprennent un petit peu mieux le choix du court terme face au long terme. Et les médias ne veulent plus se comporter en sous-traitant de Google. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Google produisent du contenu de qualité qui est instrumentalisé par Google. Ça, c'est le sujet des droits voisins. On a les médias qui ont accès à une audience de qualité, à une data exclusive qui mettent à disposition d'un acteur comme Google à travers leur ad server, qui est utilisé de manière complètement asymétrique hein, pour drainer davantage de revenus publicitaires de Google, un petit peu moins chez les autres. Donc, c'est vraiment ça notre sujet. Alors, pour revenir sur la décision de ce matin, donc ça fait 130 et quelques pages, c'est assez lourd. Hein. Vous l'avez vu, c'est un travail assez exceptionnel. C'est la première fois qu'il y a une décision dans le domaine AdTech. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc, la France est à la pointe. C'était attendu. Alors, on sait que les Français aiment bien ces sujets. C'est un sujet extraordinairement complexe qui s'est fait en un temps record, en moins de 2 ans. En fait, hein, ça s'est opéré à toute allure et c'est exceptionnel. On est dans une procédure transactionnelle. C'est aussi quelque chose d'inhabituel. Généralement, Google se bat sur le fond jusqu'au bout. Là, pour une raison qu'on n'a pas bien comprise, mais on a un Google qui dit finalement, bah ouais, je reconnais, sans reconnaître, sans plaider coupable. Ils ne se sont pas battus contre tous les griefs qui ont été exposés. Il y en avait un certain nombre. Alors, en contrepartie, ça fait que la décision est un petit peu limitée. C'est-à-dire qu'elle est limitée à un scope très précis qui est imparfait, qui est incomplet, hein, qui pourrait être complété par d'autres procédures en cours. Il y en a une au Texas qui est extrêmement lourde et qui va très loin, qui intègre les sujets GDI Blue et autres. Il y a des procédures lancées par la Commission européenne. Il y a une autre procédure extrêmement importante qui est lancée par le European Publisher Council contre la disparition des third-party cookies et la solution alternative Privacy Sandbox. Ça, c'est en Angleterre et c'est les plus grands médias européens qu'on va suivre attentivement, évidemment. Donc ici, on est sur une décision avec une amende d'un montant
important. C'est la troisième amende la plus importante infligée par l'autorité de la concurrence. Mais, et il faut bien l'avoir en tête, dans le cadre d'une transaction, c'est-à-dire que ça est allé au bout, on peut imaginer, et c'est ce que disent les spécialistes, une amende 2 à 3 fois supérieure. Quand on commence à taper dans les 500, 600, 700 millions, ça commence à être quand même important. On rappelle que ce n'est pas le core business de Google, c'est la partie AdTech qui représente moins de 15% de ses revenus. Donc, c'est quand même très significatif. En tout cas, c'est un montant qui résonne assez bien, qu'on apprécie bien et qui, bien sûr, fait du bien à tout le monde sur ce plan-là. Après, sur le fond, est-ce que c'est un Big Bang dans le marché de la tech? À vrai dire, Véronique, je te vois sourire. Non, c'est pas un Big Bang, c'est le début de quelque chose. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on considère qu'il est important que les éditeurs aient le choix de leurs partenaires technologiques. Et donc, ce qu'on essaye de faire, ce que l'autorité de la concurrence a essayé de faire ici, c'est de dire il faut que les pratiques de self-referencing cessent, il faut que l'utilisation asymétrique de la donnée qui appartient aux éditeurs, mais qui est processée par Google, soit accessible de la même façon aux autres plateformes SSP, que la compétition soit libre et éclairée entre chaque SSP, mais il faut aussi que les éditeurs puissent librement choisir un software, parce qu'un ad server, c'est rien de plus qu'un simple software. Donc, il faut que les éditeurs puissent choisir leurs outils technologiques de manière libre, sans craindre en fait d'avoir une perte de revenus. Et donc, on mélange les sujets partenaires technologiques et accès à la demande. Et ça, c'est le cœur de la décision de l'autorité de la concurrence et de la plainte. C'est-à-dire qu'on veut laisser aux éditeurs le choix de pouvoir choisir une plateforme technologique, un partenaire, sans craindre une perte de revenus qui viendrait de manière exclusive de Google Ads, etc. Parce qu'on sait que c'est ça le fond du problème dans le métier de ça. Aujourd'hui, il n'existe plus que 3 ad serveurs dans le monde qui savent faire ce que Google fait. Et Google, Xandr et Smart pour les nommer de manière claire. Freewheel est un acteur spécialisé dans le monde de la télé, donc n'est pas là sur toutes les problématiques du digital. Nous, on y est. C'est peu, il y en avait une dizaine il y a quelques années. Tous ont disparu. Voilà, donc moi je dirais, pour conclure, et je vois que Véronique, tu t'impatientes, pour conclure, je dirais simplement que la décision de l'autorité de la concurrence va permettre de réintroduire de la concurrence et de la compétition sur le domaine de l'ad serving, ce qui est absolument clé pour pouvoir permettre des investissements et de l'innovation. Et l'innovation, bien évidemment, on le sait, c'est ce qui ultimement bénéficiera aux médias. Et c'est ça le sujet. Merci Arnaud. Rapidement sur un dernier sujet, on le sait, la RSE est dans un peu tous les esprits, nos amis annonceurs, mais aussi agences, package des offres, des produits, bien sûr les régies aussi. Est-ce que dans le fond, ce que j'appelle le Made in France ou le Made in Europe s'achète? Est-ce que c'est un bon argument? Je sais que Stéphane, on a parlé tout au début du local. Et tu en as donné même une dimension internationale, la notion de service, du parler vrai. En gros, de quoi on a besoin pour que les choses changent? C'est-à-dire que ça fait bien longtemps qu'on parle de rééquilibrage de ces dépenses entre réseaux sociaux et médias, avec une légitimité de par leur poids d'audience. Mais on a un certain nombre d'acteurs qui finalement ont quand même du mal à bouger les lignes dans ce domaine. Est-ce que Stéphane, tu vois des solutions et des choses bouger? La question, elle est quand même super complexe. Alors déjà, la première partie de la question, ce qui s'achète, et ça je vous le confirme depuis maintenant plus de 2 ans, c'est le Made in Région, ça c'est clair. Tout ce qui est circuit court, tout ce qui est identifié, en gros, aujourd'hui les annonceurs, ils se dirigent vers des marques médias et des médias dont la fonctionnalité est parfaitement identifiée. Et d'ailleurs, notre conviction à nous, c'est que dans le bouleversement qui va se passer dans les médias dans les mois qui viennent. Vous avez vu la fusion annoncée de TF1, M6, etc. Il y en aura d'autres. D'ailleurs, ça aura un impact sur les régies. C'est pour ça que nous, on va massifier 366 autour de l'asset de la proximité. Les médias et les marques médias qui vont s'en sortir, vont continuer à progresser, pour être plus précis, sont celles
dont la fonctionnalité est parfaitement claire, identifiée, etc. Dans les fonctionnalités aujourd'hui qui sont réclamées par les consommateurs d'une part et donc par les annonceurs d'autre part, il y a tout, on l'a déjà dit, je n'y reviens pas, tout ce qui concerne la proximité. Alors, pour répondre à ta question, la deuxième partie de la question, c'est quoi les alternatives aux réseaux sociaux? La première chose, c'est qu'il faut déjà être puissant. Ça, c'est l'alternative de base. Il se trouve qu'en ce qui nous concerne, cette puissance, elle est actée. En plus, elle est liée à la proximité. Donc, on est plutôt pas mal placé sur cet item de la puissance parce que dès lors qu'on traite le sujet du réseau social d'un point de vue publicitaire, il faut avoir la puissance qui va avec. Et les KPIs. Et alors, c'est exactement la deuxième partie, c'est les KPIs. Et ce qui manque aujourd'hui, je pense, à notre écosystème publicitaire dont on fait partie, mais également les agences médias ou les agences tout court, les annonceurs, c'est d'avoir des nouveaux KPIs. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'expliquait Mikim tout à l'heure sur le monde sans cookies et l'importance du contextuel. Donc là aussi, c'est pareil, quand on va traiter de contextuel avec les outils sémantiques, etc., de Weborama, ce qu'on va faire nous, puisqu'on est engagé dans cette démarche-là, ça n'a de sens que si tu es puissant. Puisque si tu veux faire remonter du contextuel d'une façon bankable, d'une façon commercialisable, Valable. Voilà, valable, reconnu, etc., il faut avoir de la puissance. Donc, quand je reviens à la puissance, et après, c'est vrai que ce qui manque aujourd'hui, c'est l'étalonnement de cette valeur-là, de la contextualisation, la valeur la valeur de la production d'un contenu. Donc, il faudra très probablement que l'interprofession, et d'ailleurs, on y travaille tous, puisque on essaye de trouver une nouvelle façon d'étalonner en ce qui concerne, par exemple, j'aime pas dire ça parce que ça renvoie à un monde qui n'existe plus, les marques de presse ou les marques d'information ou les marques publishers, le terme anglais est quand même plus Joli. adapté tout simplement, plus voilà. C'est vrai que ça, on a peut-être que je pense que l'annonceur le sait d'une façon intrinsèque. Il sait très bien qu'il y a des environnements dans lesquels aujourd'hui sa marque se valorise et que la cible auquel il s'adresse, elle identifie son message par rapport aux médias qui portent ce message, sauf que tout ça, ce n'est pas vraiment mesuré en fait. Enfin, c'est mesuré, mais pas d'une façon au sens, par exemple, de l'étude OneNext, si je prends les études, des marques de presse. Donc là, il y a un sujet sur lequel il va falloir que l'ensemble de la profession travaille de façon à inventer aussi des KPIs qui vont être différenciants et qui permettront de sortir du KPI de volume, de volumétrie pure et dure, etc., dans lequel d'ailleurs on constate en réalité pas grand-chose, d'autant plus que certains KPI sont en plus autoproduits et n'ont en fait aucune valeur, mais ils sont là pour justifier une position. Donc là aussi, il y a encore, voilà, là encore, il y a un autre sujet. Donc la question, elle est quand même très complexe. On est d'accord, c'est pas ni blanc ni noir. Maintenant, le transfert de valeur par le contexte, Mikim, tu connais bien. Est-ce que toi, de ton côté, ce côté Made in Europe, finalement, est-ce que ça a été un argument de vente pour Weibo d'être une techno Made in France? Peut-être pas vraiment, mais est-ce que tu peux nous en dire juste rapidement, en 2 minutes, ce que tu penses être vraiment une valeur et ce sur quoi il faut se battre plutôt côté annonceur ou agence pour émerger et faire la différence? Je pense que le Made in France a une valeur auprès des annonceurs, très clairement, et une valeur auprès des publishers. Le fait qu'on est un partenaire solide, là, depuis des années, avec, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, et vice-versa. Donc ça, c'est très important. Et je rajouterais sur le sujet RSE, c'est qu'on essaye d'être un acteur avec une consommation responsable.
Je pense que les très grands acteurs américains nous ont mal habitués dans le sens où on pense que tout est gratuit, mais non, c'est pas gratuit. Tous les contenus auxquels vous avez accès, c'est pas gratuit, c'est financé par la publicité. Et donc, on se dit, bon, bah alors finalement, la data n'a aucune valeur, les outils n'ont aucune valeur parce que tout ça est gratuit. Et ça, on l'entend encore dans notre écosystème. Et ça, je pense qu'il faut qu'on se batte ensemble. En tout cas, moi, je dis non quand il n'y a pas de rentabilité et que ça met en danger l'entreprise et des jobs de Français. C'est non, on ne le fera pas. Donc, ce que l'on essaye de faire, c'est de dire, oh, bah, en fait, est-ce que vous avez vraiment besoin de toute cette data ? Est-ce que vous ne pouvez pas avoir une responsabilité ou une consommation responsable aussi de la data ? Et donc, on aide nos clients à dire, bah, ce segment-là, par exemple, vous ne l'utilisez pas. Ou si vous l'utilisez, est-ce qu'il a une rentabilité ? C'est quoi son ROI ? On le coupe ou on le désactive pendant un moment. Donc, on a peur de manquer. On se dit, mais c'est pas grave, c'est gratuit. Non, 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 non. Le cloud, c'est pas gratuit. Les serveurs, c'est pas gratuit. L'infrastructure, c'est il faut gratuit. éduquer. Voilà. Et là où tu as raison, c'est qu'il y a souvent une approche B2C plus responsable et désormais mieux comprise que parfois B2B dans l'univers des choix de décision professionnelle. Exactement. Voilà, ça sera le mot de la fin. Ok. Du coup, juste peut-être pour conclure, on se dit que on se pose souvent la question de ce qui manque aux acteurs européens pour faire le poids, mais n'oublions pas qu'ils ont fait preuve d'une extrême résilience et agilité. Tu l'as dit, Mikim, Arnaud, toi aussi. Et que ce qu'on peut peut-être retenir de cette table ronde, c'est que l'autonomie technologique, elle s'acquiert via plus de pédagogie et de compréhension des enjeux, dont les business models des uns et des autres. Et donc, les exigences des marques, des éditeurs, des technos, qui doivent du coup poser dans leur mode de collaboration le fait de comprendre ce qu'il y a derrière en business model. Vous l'avez tous dit, il s'agit d'être beaucoup plus transparente, de savoir qui est-ce que la fair value dans cette affaire. Et indirectement, c'est vrai que cette décision de l'autorité de la concurrence française va sans doute aider à rendre les choses plus compréhensibles et lisibles pour notre écosystème. Et ça, c'est déjà une avancée fondamentale. Je vous remercie beaucoup de votre présence à tous. Est-ce que Arnaud, tu veux dire, je vais avoir le droit à la minute de conclusion ? Non, non, je pense, Véro, que ta conclusion était juste parfaite. Il y a peut-être des questions, en revanche. Je ne sais pas si, Véro, tu as accès oui, mais à la boîte à questions. Dans les choses qui m'arrivent, c'est surtout le fait qu'hélas, je pense qu'on est un peu contraint par le temps. Donc, on prendra les questions et tant pis, on fera une version mail ou pédagogie sur notre site. Un grand merci à vous tous pour votre présence. Merci à toi Stéphane, merci Mikim, merci Arnaud. Je pense qu'on aurait pu avoir un débat encore plus long, tellement il y a beaucoup de choses à en dire. Et merci pour votre parler vrai, parce que ça aussi c'est très important d'avoir accepté d'échanger de manière très directe. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci.